Si vous voulez utiliser votre puissance cérébrale et aussi être physiquement actif, ça va super bien marcher. C'est bon pour votre cerveau, ça maintient votre mental alerte et c'est plein d'énergie. Ça vous donne une énorme quantité d'énergie, en même temps, ça vous fait rester très calme. Donc les fruits peuvent faire des choses miraculeuses pour le corps. Consommer suffisamment de fruits peut faire des choses super pour le système. Donc si vous suivez un régime entièrement à base de fruits, l'estomac va se sentir vide dans les 2 heures. Donc vous devez vous habituer à tenir avec beaucoup d'énergie, mais l'estomac vide. C'est là que votre cerveau fonctionne le mieux. C'est là que, en tant qu'être humain, vous fonctionnez au mieux, ce sera bon pour vous. Donc, si vous voulez utiliser votre puissance cérébrale et aussi être physiquement actif, ça va super bien marcher. En particulier, dans le monde d'aujourd'hui. C'est très important parce que la valeur d'un être humain, dans le domaine professionnel, je veux dire, on apprécie un être humain pour sa puissance cérébrale, pas pour sa puissance musculaire. Donc, pour cela, les fruits vont faire une énorme différence à coup sûr. Une autre substance qui peut être très bonne pour vous à consommer tous les jours, c'est le miel. Le miel est la seule substance trouvée sur la planète dont la composition chimique est très proche de celle du sang humain. Vous changez quelques petites choses, c'est presque comme du sang. Consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup pour votre santé, en particulier pour ceux qui ont des problèmes d'excès de mucus. C'est très bon pour votre cœur, c'est bon pour votre cerveau, ça maintient votre mental alerte, et c'est plein d'énergie. Donc, consommer quotidiennement du miel peut faire beaucoup, en particulier si vous avez des enfants en pleine croissance. Ils doivent consommer du miel quotidiennement. Ça va faire beaucoup pour le développement de leur intelligence et tout. Même la courge cireuse. La courge cireuse et le miel ensemble seront un régime merveilleux pour les enfants pour améliorer leurs capacités intellectuelles. Les mangeurs de chocolat ont beaucoup de problèmes, à cause du volume de sucre qu'ils ingèrent. Si vous pouviez ne manger que du chocolat. C'est un certain type de stimulant, un stimulant très étrange. Il a ses valeurs positives et... à vrai dire, vos cerveaux pourraient fonctionner. Vraiment. Votre cerveau fonctionne un peu mieux si vous prenez du cacao, sans trop de sucre. Le sucre gâche tout. Si tu prends juste du cacao, si tu prends des graines de cacao et que tu les mâches, une fois que tu t'y habitues, c'est bon. Les graines de cacao, si tu les mâches, c'est très bon. Le poivre blanc et les graines de cacao ont quelque chose de très similaire. En Inde, on utilise le miel et le poivre noir combinés pour divers problèmes. Divers problèmes que les gens ont, et ça donne des résultats miraculeux. Le cacao aussi a quelque chose de similaire, sans le côté piquant. Il y a aussi du chocolat pur à 100%, mais peut-être que la plupart d'entre vous ne vont pas aimer parce que ça va être amer. Si vous pouvez le prendre sans sucre, c'est bien, ou avec un minimum de sucre, ça va. Si vous consommez un verre de jus de courge cireuse chaque jour, vous verrez, clairement l'acuité de votre intellect va s'améliorer. En particulier, les enfants doivent boire du jus de courge cireuse. Consommez quotidiennement de la courge cireuse, vous verrez, distinctement, votre mental semble plus clair et plus aiguisé. Cela sera perceptible en quelques semaines de consommation de courge cireuse. Vous verrez, le matin tu bois du café, ça te donne de l'énergie et ça t'agite. Tu bois un verre de jus de courge cireuse, ça te donne énormément d'énergie. En même temps, ça te fait rester très calme. Il faut en consommer autant que possible. Mais ceux d'entre vous qui sont asthmatiques, qui ont facilement des rhumes et des tousses,
Ces gens-là, si vous consommez du jus de courge cireuse, vous pourriez immédiatement attraper froid parce que ça rafraîchit le système. Donc si vous avez ce genre de problème, ces gens-là doivent toujours ajouter un peu de miel ou du poivre au jus de courge cireuse avant de le consommer. Ça va neutraliser l'effet refroidissant de la courge cireuse dans une certaine mesure. Les graines germées de fenugrec ou métis, comme on l'appelle, ces graines sont fantastiques pour purifier le sang, une bonne source de protéines et vitamines et minéraux. Très bonne pour les mères qui allaitent, excellente pour la croissance des cheveux et des ongles, elles réduisent la pression artérielle, font baisser le taux de sucre dans le sang, diminuent les inflammations. Ces graines germées de fenugrec ou métis, avec des haricots mungo germés, sont très bons pour la santé cognitive. Les personnes de plus de 50 ans doivent en consommer quotidiennement. Autrement, sans forcément le réaliser, lentement vous allez la perdre. Elles sont toutes en nous. Avant que vous ne le réalisiez, ou à quel point vous le réalisez tôt, va conduire soit de la transformation, soit de la frustration. Ça n'est peut-être que temporaire pour tout un tas de gens, parce que les gens vont se sentir terrifiés. Vous verrez, ils luttaient dans la douleur, il se passait telle ou telle chose. Certains sont ébahis. Que se passe-t-il? Parce qu'ils n'ont jamais pensé que cela allait leur arriver. Ok, Sadhguru, je vais vous demander de prendre le poème intitulé « Humain », page 112. Oh, j'aime ce chiffre. 112. Humain. Humain. Même à la maison, je désirais rentrer. Douleur fulgurante du désir de rentrer. Étrangement guéri en étant sans abri. Quand les murs de l'abri se sont dissous, un abri immaculé, sans mur et sans entrave, dénué d'amour, d'affection ou de compagnon, a fleuri. Dois-je l'appeler mon être? Ce poème est un poème sur la maison, et c'est aussi un poème sur... C'est un poème sur la maison qui manque, et puis c'est un poème sur une sorte d'absence de maison, et puis c'est un poème sur un retour à la maison. Et je voulais que vous nous en disiez plus sur ce voyage, parce que je pense que d'une certaine façon, beaucoup d'entre nous avons partagé ce voyage, mais pas avec la profondeur dont vous parlez ici. Mais je pense que beaucoup d'entre nous ont eu des aperçus de ce voyage. Est-ce le parcours type de tout chercheur spirituel? Voyez, je dirais que il n'y a littéralement aucun être humain qui n'est pas confronté à ce genre de pensées et d'émotions, mais ils ont réussi à l'écarter. Ça ne les dérange pas assez. La douleur de ne pas savoir ne les déchire pas, c'est tout le problème. Ils acceptent l'ignorance. Ils passent à marcher avec l'ignorance. Ils vont construire des relations où tout le monde va confirmer que ceci est la meilleure façon de vivre. Des relations de confort, de complicité, d'amour, d'affection. Tout ça, ce sont des choses que vous recherchez. Je sais que tout un tas de gens ont divinisé les émotions humaines. Si vous dites amour, ils disent amour divin. Si vous dites joie, ils disent joie divine. Si vous dites extase, ils disent extase divine. Vous n'avez besoin d'aucune aide de Dieu pour être joyeux, aimant, paisible. En tant qu'être humain, vous êtes doté de ces qualités. Donc, tous ceux qui se sont privés de cela, soit ils cherchent Dieu, soit ils se contentent d'un chien. Oui, en général. Parce que ils veulent un amour inconditionnel, c'est ce qu'ils demandent. Parce que la nature de l'amour est telle que c'est comme une fleur. Si vous ne la surveillez pas pendant 2 minutes, elle va tomber. Elle va faner et tomber, ici même. Soit vous voulez la laisser tomber, soit vous devez la nourrir à chaque instant.
soit vous devez la solidifier, c'est-à-dire que vous prenez une photo et la mettez sur votre écran de téléphone, ou vous l'institutionnalisez avec un mariage ou ci ou ça. Donc essentiellement, bon, je ne suis pas contre une quelconque institution, parce que les institutions sont nécessaires dans le monde pour opérer. Autrement, ce sera le chaos. Ça, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas institutionnaliser la joie ou la paix. Par exemple, en ce moment, on pense que l'ONU est l'institution de la paix. Non, non, vous ne pouvez pas institutionnaliser la paix. Vous ne pouvez pas institutionnaliser la joie. Vous ne pouvez pas institutionnaliser l'amour, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Les institutions sont des instruments fonctionnels dans une société donnée. J'ai le plus grand respect pour elles, parce que sans elles, tout un tas de gens ne sauraient pas comment vivre. On a besoin d'institutions, il y a un gouvernement, il y a un processus démocratique, il y a diverses choses, d'accord? Il y a des tribunaux, il y a des parlements. Bon, 90% du temps, peut-être qu'il s'y passe des bêtises. Mais quand même, ces institutions sont importantes, parce que sans elles, ce sera le chaos total. Donc, je ne parle pas contre les institutions, mais institutionnaliser des choses qui ont lieu à l'intérieur de l'être humain est un effort stupide. Mais est-il possible de s'embarquer pour un voyage sans que la maison ne nous manque? Voyez, faites-moi voir un être humain dire honnêtement, quand vous êtes avec vos parents les plus adorables, peu importe à quel point ils ont été merveilleux pour vous, que vous n'avez jamais senti que ce n'est pas là que vous voulez être. Cet être humain est malhonnête. Parce que l'amour devient pénible. L'affection de quelqu'un devient très pénible. Le confort devient pénible. Parce que la nature de la vie, c'est qu'elle veut constamment s'étendre. S'il n'y a pas de place pour s'étendre, peu importe que vous soyez dans un... n'importe. Je ne veux pas dire ça, tout le monde utilise le mot « palais doré ». Je trouve qu'un palais doré est totalement inesthétique dans ma perception visuelle. Je déteste les palais dorés. Mais peu importe, le plus merveilleux palais, ou... comme vous dites, Shangri-La, n'importe. Ça va devenir pénible. Tous les gens sûrs d'aller au paradis, ils ne savent pas à quel point ils vont s'ennuyer au bout de 3 jours dans ce lieu de bien. Donc ce que je dis, c'est que peu importe, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec vos parents. Ça peut être des gens absolument merveilleux, mais la nature même de l'être humain est telle que, il n'y a que si vous êtes un animal de compagnie, si vous vous êtes réduit à cela, que vous vous contentez juste des repas que vous prenez. Et quelqu'un vous caresse de temps en temps, et cela suffit à votre bonheur. Pour ça, vous devez être un animal de compagnie, vous ne devriez pas être né en tant qu'être humain. Une fois que vous êtes né en tant qu'être humain, il est naturel de vouloir briser les barrières. Donc quand vous êtes jeune, enfant ou adolescent, vous pensez que les barrières sont toutes physiques, avant que vous ne compreniez que les barrières ne sont pas vraiment physiques. Que vous construisiez votre propre maison, ou viviez dans la maison de vos parents, ou viviez dans une maison d'esclavagistes, la maison et les murs ne sont pas les barrières. Elles sont toutes en nous. Avant que vous ne réalisiez cela, ou à quel point vous le réalisez tôt, va conduire soit à de la transformation, soit à de la frustration. Et cette absence de maison, toute cette phase de vagabondage, de nomadisme, vous avez des poèmes sur le fait d'être un nomade. Cela fait-il aussi partie intégrante du voyage de tout chercheur spirituel? Voyez, ne séparez pas les chercheurs et les non-chercheurs, tout le monde est un chercheur. Certains font vite des compromis, certains tiennent. Il n'y a personne qui n'est pas un chercheur. Certains cherchent et butinent à l'intérieur de leurs propres limitations. Certains veulent chercher, certains cherchent prudemment, certains cherchent dangereusement. Mais il n'y a personne qui n'est pas un chercheur, tout le monde est un chercheur. Et par conséquent, cette période d'itinérance ou de vagabondage est universelle? Ça n'est peut-être pas une période pour tout le monde, ça peut être que momentané pour tout un tas de gens. Parce que
Les gens vont être terrifiés quand ils sentent, si simplement ils regardent et voient, vraiment, vous savez, juste la nature de la vie. Oubliez votre maison. Disons que vous êtes parti quelque part. Vous savez, j'ai vu des gens... Vous savez, quand on était enfant, en grandissant, Mysore a une exposition d'Asara qui dure 1 mois et demi. Donc, c'est un endroit où tous les jeunes vont se retrouver, vous savez. Il y a des choses à manger et beaucoup de divertissements, des spectacles, de la musique, divers éléments de cirque et plein de choses. Dans ce parc d'exposition, qui fait à peine peut-être 5, 6 hectares, peut-être 8 hectares, et plein de lumière partout et de boutiques et de choses qui se passent, tous les jours, des enfants ou des femmes ou des hommes perdent leur famille dans cette foule. Il y a peut-être 50 000 à 100 000 personnes qui déambulent et les gens se perdent. À chaque fois, au moment du concert, un policier va annoncer, « Il y a un enfant ici qui s'appelle Vikram, son père s'appelle comme ci, sa mère s'appelle comme ça, il est là en train de pleurer, venez immédiatement. » Eh, nom de Dieu, on est venu pour écouter la musique. Si vous avez amené un enfant, trouvez un moyen de le garder avec vous. Si vous n'en trouvez pas, dites-lui d'aller attendre à l'entrée et récupérez-le là. Il ne va rien se passer, d'accord? Ce n'est pas une époque où il y a beaucoup de kidnapping ou autre à Mysore. Personne ne vous kidnappe à Mysore. En tout cas, moi, personne ne m'a enlevé. Donc, ce truc ridicule, et des femmes adultes, elles ont perdu leur mari ou leur famille. Oh, elles pleurent au milieu de la route. C'est un endroit bien éclairé, tout le fichu endroit est suréclairé, d'accord? Il n'y avait pas de téléphone, c'était la seule chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller attendre à l'entrée, ou si vous avez une voiture ou une moto, allez attendre là-bas, ou juste rester sur place. Voyons voir si votre homme a envie de vous trouver ou pas. Ce que je dis, c'est qu'ils sont... Même des hommes, j'ai vu des hommes adultes pleurer bruyamment parce que leur femme ou leur enfant était parti quelque part. Incroyable. Donc ce sentiment d'être perdu, rien, vous n'avez pas à les jeter au milieu du Kalahari ou autre. À Mysore, l'exposition d'Asara. Je sais que les gens de Mysore vont entendre ça et dire « Comment Sadhguru peut-il dire ça? Sait-il ce que c'est de se perdre à l'exposition d'Asara ?» Ce que je dis, c'est que les gens sont comme ça. J'ai vu les gens dans la jungle, quand certains de mes amis venaient avec moi, dans les forêts, même pas en plein milieu, juste à la lisière de la forêt. Un moment, ils vont ici ou là, et ils se perdent. Ils ne sont que quelques mètres plus loin. Et ils ne nous voient plus. Ils se mettent à pleurer. De grands garçons. J'ai été perdu dans la forêt pendant des jours et des semaines. Je n'ai aucune idée où je vais. Je sais que si je continue à marcher, une route, quelque chose va arriver. Parce que je connais la largeur des Ghats occidentaux, au plus 150, 200 km. Si je marche, je vais atteindre la côte ou une ville. Mais dans le même temps, vous devez voir comment les gens se comportent. Parce que, pour eux, pas besoin d'un événement majeur. Les plus petites choses, s'ils perdent leur portefeuille, ils perdent leur téléphone, fini. Tout est fini, d'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de perdre leur vie. C'est pour ça que j'ai dit, quand vient l'heure où vous allez perdre votre corps, et tout ce que vous connaissez en tant que vie, soit ils sont terrorisés en le réalisant pour la première fois, mais lentement, au fur et à mesure que la vie commence à refluer, elle vous anesthésie. Ceci est la nature de la vie. Parce que la vie ne part pas d'un coup comme ça, elle part lentement. Quand elle commence à partir lentement, vous verrez, il y a une sorte d'anesthésie, il y a une sorte de confort qu'ils atteignent. Vous verrez, ils luttaient dans la douleur, il se passait telle ou telle chose, mais quand la mort approche lentement, les derniers jours, vous les voyez, ils deviennent paisibles, gentils, certains même joyeux. Certains sont ébahis. Que se passe-t-il? Parce qu'ils n'ont jamais pensé que cela allait leur arriver.
Donc, être perdu n'est pas lié à une certaine situation. C'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Vous avez été doté de l'intelligence pour comprendre ce qu'est la nature de la vie. Si vous n'aviez pas l'intelligence, si vous étiez comme n'importe quelle autre créature, aucune d'elles n'a ces problèmes. Elles ne sont jamais perdues, elles vont toutes bien. Physiquement, elles sont peut-être perdues sur le terrain parfois, mais autrement, elles vont très bien. Elles ne se sentent jamais perdues. Ceci est le plus grand privilège qu'est un être humain. Vous pouvez être perdu. Croyez-moi, si vous ne pouvez pas être perdu, de toute évidence, vous êtes enchaîné, n'est-ce pas? Vous êtes enchaîné? Bien sûr. Voyez, ces jours-ci, j'ai vu, en particulier aux États-Unis, les gens prennent leurs enfants avec une... comment vous appelez ça? Une laisse, comme une laisse de chien. Ils peuvent tirer, il y a ce truc pour pouvoir raccourcir la laisse ou rallonger la laisse, selon le trafic et tout, ce qui se passe. Un enfant court, il est en laisse. Peut-être que pour des mères seules, c'est un moyen pratique de gérer, je peux comprendre. Il n'y a pas 2-3 personnes pour courir après l'enfant. La mère n'a pas l'énergie de l'enfant, parce qu'il court partout. C'est peut-être une solution pratique, je ne commande pas cela. Mais quelqu'un qui est en laisse ou enchaîné ne peut pas être perdu, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que être perdu est un grand privilège, parce que vous n'êtes pas enchaîné. L'énergie va naturellement s'élever, ça active la région lombaire de la colonne de façon très considérable et renforce les muscles le long de la colonne. L'acuité de votre intellect, vous verrez, vous pourrez voir la différence, juste parce que vous faites quelques petites choses simples. In fine, peu importe quoi que vous souhaitiez faire dans votre vie, votre degré de clarté est tout ce qui compte, n'est-ce pas? À tous les sujets. Oui ou non? Si vous n'y voyez pas clair, vous allez essayer de compenser avec la confiance. La confiance remplace très mal la clarté. C'est comme, il y a une autoroute très fréquentée. Les véhicules se déplacent vite. Votre vision n'est pas claire. Vous introduisez la confiance. Vous pouvez vous référer à votre horoscope. Vous savez que vous avez un horoscope? Vous pouvez vous référer à votre horoscope et dire, mon horoscope dit que je vais vivre 90 ans. Il ne va rien m'arriver. Et juste traverser. Il se peut que vous y... Ou utilisez l'un de vos slogans qui vous donnera confiance. Vous pouvez dire Jai Shri Ram, vous pouvez dire Allahu Akbar, je vous salue Marie, ce que vous voulez. Peu importe ce qui marche pour vous. Criez le slogan bien fort et traversez en courant. Ça peut marcher. Juste par pur hasard. Ou grâce à la compassion d'un conducteur. Mais si tous les jours vous essayez, on sait où l'on va vous ramasser. Un jour, vous pouvez y arriver avec la confiance. Donc, la confiance ne remplace pas la clarté. Si vous voulez réussir quoi que ce soit, vous devez avoir une vision claire, n'est-ce pas? Pour que la clarté apparaisse, la chose la plus importante, c'est que votre colonne vertébrale devrait être dans un certain état, parce que votre perception est en grande partie gérée là. Voyez, la colonne vertébrale n'est pas qu'une substance physique. C'est un réseau de communication. Un important réseau de communication. Si vous le perdez, ou s'il devient insensible, vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous perdez juste quelque chose de phénoménal. Donc, ce n'est pas qu'une substance physique. C'est la base des communications qui ont lieu dans le système, n'est-ce pas? La moelle est... je veux dire, la colonne n'est pas juste un seul morceau, c'est un assemblage complexe. Chaque jour, elle doit s'étirer.
Si ces différentes parties se rentrent dedans, alors la capacité de communication de la colonne est très fortement perdue. Donc, ce Yoga Namaskar, ça active la région lombaire de la colonne de façon considérable, renforce les muscles le long de la colonne en la consolidant, de sorte qu'en vieillissant, le tassement de la colonne vertébrale qui cause un pincement des nerfs n'ait pas lieu. Et si les dommages sont déjà en cours, la meilleure façon de régénérer votre colonne vertébrale, c'est de faire Yoga Namaskar. Ça a des bienfaits à tous les niveaux pour l'ensemble du corps. Yoga Namaskar est un processus très simple et complet en soi. L'énergie va naturellement s'élever si simplement vous joignez vos pieds et vous accroupissez. Donc la position accroupie idéale, et si vous pouvez vous accroupir les pieds joints, ce dont la plupart d'entre vous n'êtes pas capables. Là, tout de suite, très peu de gens sont capables. On ne veut pas qu'il y ait trop d'énergie. Donc la deuxième meilleure posture est de garder vos pieds alignés avec vos épaules, à la même largeur que vos épaules. Vous pouvez en faire jusqu'à 21. En faire 21 est bien. Si vous ne pouvez pas faire ça, commencez par 7. Lentement. Si tous les 2 jours vous en faites un de plus, dans environ 40 jours, vous serez à 21, ce qui est bien. Vous verrez que ça fera une différence phénoménale dans la façon dont vous fonctionnez. S'il y a un moyen de jauger votre intelligence, l'acuité de votre intellect, vous verrez que vous pourrez voir la différence, juste parce que vous faites quelques petites choses simples pour détendre et activer la colonne vertébrale. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage. Le mariage de vos parents. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. J'avais cette conviction, ou à vrai dire, peut-être qu'on m'a fait croire à toute cette idée de une vie, un partenaire. Mais maintenant, quand je vois ou observe, les relations monogames ne semblent plus exister. Toute l'idée a disparu. Qu'en pensez-vous? Oh, ça n'a pas disparu. Peut-être que dans cette école, ça a disparu. Dans le reste du monde, ça n'a pas disparu. Même si vous allez aux États-Unis, où il semble y avoir tant de promiscuité, même là-bas, quand les gens se marient, ils croient que c'est pour la vie. Mais bien sûr, 2 ans plus tard, la vie se termine. C'est une autre affaire, mais quand ils se marient, ils croient que c'est pour la vie. C'est pourquoi ils investissent dans les diamants. Ils pensent que c'est un investissement à vie. Ils les mettent. Mais malheureusement, pour toutes sortes de choses, les relations tournent mal. Et une des raisons pour lesquelles elles tournent si facilement mal est que les gens se rencontrent bien plus tard dans leur vie. Voyez, quand les gens se rencontrent bien plus jeunes, quand leur personnalité n'était pas solidifiée, ils se rencontraient tôt, 17, 18 ans. Alors 2 personnes devenaient comme une personne, très facilement. Maintenant ils se rencontrent à 30 ans. Maintenant, les 2 sont solidifiés, 2 blocs de béton. Mais je vois que des jeunes, s'ils se marient, ils restent ensemble. Si les gens se marient à plus de 50 ans, ils restent ensemble, parce qu'ils se sont à nouveau assouplis, le béton est à nouveau. Entre 30 et 50 ans, c'est un peu un bloc de béton. Vous savez, de fortes personnalités. Maintenant, des frictions ont lieu. Eh bien, s'ils sont sages, ils trouveront quelque chose au-delà. Donc la monogamie et la polygamie, ou tout autre genre de gamie, si vous voulez voir,
La chose importante que nous devons comprendre, c'est que... Vous savez, nous sommes tous ici. Vous et moi sommes ici. Ça veut dire qu'un homme et une femme se sont réunis il y a un certain temps. Peut-être que vous pensez, « Ah, ce sont des parents, vous savez. Ils n'aiment pas, ils ne font pas l'amour, ils ne font rien. C'est seulement parce qu'un prêtre a prononcé un mantra que vous êtes nés, probablement. » Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un avait un besoin physique, alors ils l'ont géré par le mariage, et nous sommes ici. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage de vos parents. Quand vous aviez 3 ans, n'étiez-vous pas content que vos parents aient un mariage stable? Allô? À 18 ans, vous pensez à l'amour libre et pas de mariage et tout. Mais à nouveau, si vous atteignez 50 ou 55 ans, vous allez rechercher une relation qui dure. Donc, c'est à vous d'y réfléchir, parce que c'est votre vie. Voir si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose, vos recherches, votre travail ou quoi que vous fassiez. Si les émotions et le corps sont stabilisés, à vrai dire, votre capacité à utiliser votre intelligence sera bien meilleure. Autrement, tous les jours, vous devez déambuler ici et là pour trouver quelqu'un. Non, je ne fais pas... parce que je me sens tellement mal aux États-Unis. Des gens que je connais, vous savez, des milliers de personnes sont impliquées avec moi maintenant. Des gens de plus de 40, 45 ans, des femmes, je dis. Des gens merveilleux. Mais elles sont toutes sur ces jours-ci, elles sont toutes en ligne. Autrement, elles vont s'asseoir dans un bar et attendre. Quelqu'un doit venir les chercher aujourd'hui. C'est terrible. La génération Tinder. Pardon? La génération Tinder. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand une femme à 45 ans aurait dû être aimée et respectée dans une atmosphère appropriée, maintenant elle est assise là à attendre qu'un type étrange vienne vers elle, et elle va se faire une opinion dans les 10 prochaines minutes, quand il lui offre un verre, ou un dîner, ou quelque chose. C'est tragique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens. Mais vous devez penser au bien-être au sens large. Avant de casser une structure sociale, vous devez voir si on peut la remplacer par une meilleure structure. À chaque moment de notre vie, que tout le monde le comprenne. Que ce soit une structure sociale, ou une structure politique, ou une configuration psychologique de la société, peu importe. Avant de la détruire, nous devons bien nous demander si nous avons un meilleur système alternatif. Sans système alternatif, si vous cassez ce fichu système qui fonctionne raisonnablement bien, alors ça va partir dans tous les sens. Les gens n'ont pas d'énergie, parce que diarrhée mentale. Vous mangez de la mauvaise nourriture, et ensuite vous essayez d'arrêter la diarrhée, ça ne va pas marcher. Faites juste cela. Ce soir, avant d'aller au lit, mettez-le de côté et allez au lit. Dans pas très longtemps, si vous restez simplement assis là, les choses autour de vous vont réverbérer. Est-il possible de le faire sans utiliser certains mudras et autres? Oui. Tout ça, ce sont de petites aides, un peu d'assistance. Vous ne voyez pas un Shiva ou un Krishna tenant un mudra et assis comme ça, simplement intense. Moi non plus, vous ne me verrez jamais assis comme ça. Non, vous ne me verrez pas pratiquer Shambhavi, ou ci, ou ça. Si simplement je ferme les yeux pendant 20 secondes, c'est bon, je suis prêt pour la journée. Donc, tout ça, ce sont de bonnes aides. Mais est-ce la seule façon de s'y prendre? Non. Vous pouvez simplement être assis. Si vous apprenez à simplement être assis, vous allez devenir extrêmement intense. En ce moment, votre énergie est simplement dépensée dans des activités non nécessaires et sans fin. Quand vous avez autant de diarrhée mentale, comment pouvez-vous avoir de l'énergie? Disons que vous avez la diarrhée. Voyez-vous comment vous vous sentez faible? Oui ou non?
En ce moment, cette diarrhée mentale, c'est pour ça que les gens n'ont pas d'énergie. Ils veulent juste manger et dormir tout le temps. Parce qu'il y a une diarrhée mentale, c'est très épuisant. Si vous avez la diarrhée physique, vous savez à quel point c'est épuisant. Oui. Celle-ci est tout aussi épuisante. Les gens dorment 8 heures, 10 heures par jour, pas parce qu'ils travaillent tant que ça ou que leur corps est en très mauvais état. C'est juste de la diarrhée mentale. Si vous arrêtez la diarrhée mentale, il y a assez d'énergie pour rendre celui-ci très intense. Maintenant, comment arrêter ma diarrhée mentale? Si vous avez la diarrhée physique, quelle est la première chose à faire? Quoi? Oui, courir aux toilettes, ça je sais. Je veux dire, pour corriger la chose, quelle est la première chose que vous faites? Non, pour corriger la chose, quelle est la première chose que vous faites? La première chose, c'est d'arrêter de manger, pas vrai? Oui ou non? Mais la diarrhée signifie que quelque part on a mangé quelque chose dont le corps ne veut pas. Il essaie de l'expulser. Oui? Vous avez ingéré quelque chose que le corps n'aime pas. Il veut l'expulser. La première chose, c'est d'éviter la nourriture un certain temps. Vous mangez de la mauvaise nourriture et ensuite essayez d'arrêter la diarrhée. Ça ne va pas marcher. Donc de même, la mauvaise nourriture pour le mental est simplement cela. Vous êtes devenu identifié à des choses que vous n'êtes pas. Dès l'instant où vous vous identifiez à des choses que vous n'êtes pas, la diarrhée mentale est inévitable. C'est de la mauvaise nourriture pour le mental. Maintenant, ça va couler sans fin, faites ce que vous voulez. Faites n'importe quelle fichue méditation. Dites Shiva, Rama, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'est pas arrêté, n'est-ce pas? Parce que de la mauvaise nourriture est absorbée. Tous les jours, vous vous identifiez à de plus en plus de choses et vous voulez arrêter votre mental? Faites n'importe quel cirque. Ça ne va pas s'arrêter. Si vous vous désidentifiez de tout, si vous comprenez ce qui est vous et ce qui n'est pas vous, si vous maintenez une petite distance vis-à-vis de ça, le mental va devenir immobile. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, autrement, vous pouvez le laisser de côté. Maintenant, ma main est là. Si je veux, je peux la bouger. Autrement, je peux la laisser de côté. C'est une main utile. Supposez qu'elle se mette à sauter comme ça. Vous savez clairement qu'il y a une maladie, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, si la main saute, vous savez que c'est une maladie. Si le mental saute, est-ce une maladie ou non? Ah. La maladie est apparue à cause d'un mauvais régime constant. Vous dites à votre mental que « je suis ceci, je suis ceci, je suis cela, je suis cela ». Il a la diarrhée. Vous arrêtez de lui donner de la mauvaise nourriture. Si vous voyez clairement, même si vous ne savez pas ce qui est moi, vous savez au moins ce qui n'est pas moi, n'est-ce pas? Faites juste ça. Ce soir, avant de vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et posez-vous et écartez tout ce qui n'est pas vous. Cette maison dans laquelle vous vivez, est-ce moi? Non. Ce parent aimant, ou mère, père, femme, ou mari, ou enfant, ils sont merveilleux, mais est-ce moi? Non. Maintenant, ces beaux vêtements que je porte, est-ce moi? Non. Maintenant, mon corps, je l'aime bien, mais est-ce moi? Non. Maintenant, j'ai toutes ces pensées, est-ce moi? Non. Maintenant, j'ai des émotions merveilleuses, est-ce moi? Non. Et ainsi de suite, tout ce qui n'est pas vous
Avant de dormir, mettez-le de côté et allez au lit. Demain matin, vous allez vous réveiller considérablement plus intense qu'aujourd'hui. Tous les jours vous le faites. Dans pas très longtemps, si vous restez simplement assis là, les choses autour de vous vont réverbérer. Vraiment. Il y a quelques années, j'étais en Amérique. Et c'est une question vraiment typiquement américaine. Cette dame vient vers moi, et elle est très en colère. « Je fais ce yoga depuis 35 ans, il ne s'est rien passé. » Mais vous êtes juste allé vous asseoir sur un rocher, et il s'est passé des choses pour vous? Ce n'est pas juste. Où est ce fichu rocher? Elle pense que c'est le rocher qui l'a fait. La seule sadhana que j'ai faite dans ma vie, c'est que, dès mon plus jeune âge, même si j'étais très activement impliqué avec tout le monde autour de moi, je ne me suis jamais identifié à mes parents, ou mes frères, mes sœurs, ou mon nombre sans fin d'amis, ou la société, ou la religion, ou le pays, ou quoi que ce soit autour de moi. Jamais identifié. Non pas que je n'étais pas impliqué, j'étais très impliqué, très actif. Aujourd'hui encore, je suis très actif et impliqué, mais pas identifié. Si vous ne vous identifiez pas à quoi que ce soit, il y a assez d'énergie dans celui-ci pour devenir intense. Voyez, je veux que vous compreniez. Votre énergie vitale, là tout de suite dans ce corps, le nombre de choses qu'elle fait ici, pendant que vous êtes assis ici. Allô? Savez-vous à quel point son activité est complexe? Chaque cellule du corps, votre foie, votre rein, votre fichu rate et toutes sortes de choses stupides, qu'on n'arrive même pas à comprendre encore aujourd'hui. Oui? Regardez juste pendant que vous êtes assis ici, le nombre de choses que fait cette énergie. De toute évidence, elle doit être intense pour faire tout ça. Vous n'êtes pas capable d'en faire l'expérience à cause de la diarrhée. Quand vous avez la diarrhée, c'est comme ça que vous vous sentez, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc c'est comme ça. Arrêtez la diarrhée, arrêtez de manger de la mauvaise nourriture, la diarrhée va s'arrêter. Une fois que la diarrhée s'arrête, il y a assez d'énergie en celui-ci pour être assis ici et réverbérer de façon très intense. Namaskaram à tous, où que vous soyez. Eh bien, la situation autour du monde continue à évoluer. Les États-Unis dépassent les 45 000 morts, et plus de 4 nations, ou 5, 4 nations dépassent les 20 000 morts. Eh bien, un petit jeu de bascule à certains endroits. Les chiffres ont un peu baissé puis remontent à nouveau. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne fait que contrôler le comportement humain. Nous n'avons trouvé aucune façon de maîtriser le virus. Il déploie toutes sortes de nouvelles capacités et différents niveaux de compétences et différents types de dégâts qu'il peut causer. Ce qui était principalement perçu comme un problème respiratoire, c'est maintenant propagé à d'autres zones. Une des grandes inquiétudes, c'est que une chose, c'est qu'il attaque à coup sûr le système immunitaire. Et
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il touche aussi le système neurologique et cause un certain niveau de dommage au cerveau. Ceux qui sont déjà endommagés auront peut-être un peu de marge, mais c'est une grave inquiétude car beaucoup, ou quelques-uns au moins, des patients infectés par le virus font des crises d'épilepsie et souffrent de perte de mémoire. Et bien sûr, tout le monde a entendu parler des pertes d'odorat. C'est la première chose et c'est un signe neurologique. Et ça cause toutes sortes de dégâts et les scientifiques, personne n'est très sûr, mais ils estiment que ça pourrait aussi causer des dommages permanents au système neurologique. Ou en d'autres termes, essentiellement, ça devient plus complexe que ce qu'on pensait. On pensait que c'était juste un problème respiratoire, qu'il suffit de gérer nos poumons et tout ira bien. En même temps, le point positif, c'est que plus de 80% des gens infectés par le virus ne présentent aucun signe, aucun symptôme, et traversent ça sans bruit. Ce qui est un avantage et aussi un gros désavantage, car ces personnes infectées sans bruit, ces patients asymptomatiques, le transmettent à tout le monde, partout, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont porteurs. Donc au final, le coût économique gigantesque pour tester les 7,6 milliards de personnes, cette tâche onéreuse est ce vers quoi le virus nous pousse, car 80% des personnes infectées ne présentent aucun signe, donc il nous faudra isoler des gens qui n'ont pas de symptômes. Nous devrons soigner des personnes qui n'ont aucun symptôme, ce qui va être très dur. Et dans l'état actuel des choses dans le monde, et en Inde aussi, un certain niveau d'agitation sociale se développe chez les gens, trop longtemps enfermés chez eux, inquiets au sujet du bien-être économique, les entreprises étant fermées. Les gens, pas seulement les travailleurs journaliers, même les salariés mensuels, perdent leur avantage économique, ou bien leur épargne et autres s'épuisent, et les gens ont peur, en voyant que plus de 50% de la force de travail mondiale pourrait être au chômage pendant 1 an ou 2. Ceux qui sont dans divers secteurs en ce moment, je crois que le secteur informatique a déjà commencé à délester, c'est-à-dire qu'ils tentent de se défaire de leurs employés, parce qu'ils pensent qu'au cours des 3 à 4 prochains trimestres, il n'y aura pas de demande et ils ne peuvent pas les garder. L'industrie du vêtement, ils pensent que 80% des employés pourraient disparaître pendant 1 an ou 2, parce que la mode et les vêtements ne seront plus à la mode pour un certain temps. Ce qui... J'entends les guerriers écolos dire « c'est ça, c'est très bien, les gens peuvent vivre avec moins de vêtements ». Tout cela est très vrai, mais ce n'est pas le moment de dire ça. Je l'ai dit par le passé. Mais maintenant, quand les gens perdent leurs emplois de façon massive, ce n'est pas le moment de célébrer ces gains. Ces gains doivent avoir lieu de manière planifiée, pas de façon si cruelle. Donc, les défis se multiplient, mais les nations perdent patience. Les nations perdent leur détermination de tenir les confinements. Il y a beaucoup de débats partout pour savoir si ce confinement est vraiment nécessaire ou sortons et faisons ce qu'on a à faire, voyons ce que le virus a à faire. Ce genre de bravades ont lieu. Mais en même temps, je crois, plus d'1 quart de million de victimes, c'est ça? Près de 200 000 personnes ont perdu la vie.
Ce n'est pas un chiffre qu'on peut ignorer. Donc, c'est un vrai défi, la façon de gérer cela. Chacun d'entre nous doit trouver des façons de se réinventer, notre activité, comment on fait les choses dans le monde, comment on vit dans ce monde. On ne peut pas simplement continuer à vivre comme on l'a fait, beaucoup de changements doivent avoir lieu. Le gouvernement de l'Union indienne a fait passer un décret. Si vous attaquez ou menacez un soignant, un médecin ou une infirmière, ou toute personne qui lutte pour contenir les infections, une nouvelle loi où vous pouvez être arrêté sans libération, sous caution, vous pouvez passer 5 à 7 ans en prison, un tas de lois sévères, parce que ce type d'attaques sont en hausse. Certaines personnes croient que le virus ne les touchera pas et elles attaquent le personnel médical qui vont les tester ou les soigner. Ils ne veulent pas être testés car ils ont peur d'être emmenés de force à l'hôpital ou mis en quarantaine. Donc, beaucoup de problèmes sociaux apparaissent. Et de toute évidence, dans un tel cas, juste imposer confinement sur confinement va devenir difficile. Assouplir le confinement, on ne sait pas où ça nous mènera. Mais on en est là. Si l'on ne prête pas attention à tous les côtés, on doit prêter une grande attention au virus. On doit prêter attention à ceux qui disent qu'ils pourraient tuer l'humanité. On doit prêter attention à ceux qui disent « rien n'arrivera, on peut sortir et faire ce qu'on veut, mettons l'économie en marche ». Et aux 1000 autres nuances des gens entre les deux. C'est important de tous les écouter pour prendre une décision raisonnablement juste. Je ne pense pas que quiconque puisse prendre une décision parfaite, car personne ne comprend pleinement ce que le virus peut faire et comment il peut traverser une société humaine. Au moins, pour une décision raisonnablement juste, on doit tout écouter. Mais il y a plein de... Vous savez, vous avez entendu parler des tribunaux kangourous, des tribunaux bidons. Même si le kangourou s'est cantonné à l'Australie, les tribunaux kangourous ne sont pas restés en Australie. Ils se sont répandus à travers le monde. C'est-à-dire que, vous savez, ils sautent juste sur un jugement. Cela s'est passé. À une époque, Shankaran Pillai devient juge au tribunal du coin. Il n'a pas toujours été de l'autre côté. Et il prononce un nombre record de jugements. Alors ils veulent lui remettre un prix, parce que il traite un nombre record d'affaires. Alors le comité du prix lui demande, « Comment faites-vous? Vous prononcez un nombre record de jugements. » Il répond, « Je n'écoute que le plaignant. » Ils disent quoi? Vous n'écoutez pas l'accusé? Non, si j'entends les deux, ça me trouble, j'écoute juste. Il y a un tas de gens comme ça. Ils veulent n'écouter qu'une seule chose et prendre une décision. Voyons si ça marche. Non, trop de vies sont en jeu. On ne peut pas prendre une décision comme ça. Il ne s'agit pas que de vous, parce que ça concerne les vies de tous. Je pense que nous devons écouter toutes les informations disponibles et essayer d'en arriver à une décision raisonnablement correcte dans chaque nation. Ce qui se passe en Inde
c'est que le nombre de victimes est très bas comparé au nombre de gens infectés. Et la récupération est aussi très bonne. Les gens récupèrent plus vite avec des soins médicaux. Alors, est-ce que cela provoque des lésions? Quel est l'impact à long terme? Ces choses peuvent être évaluées plus tard. Mais vous les avez remis sur pied. C'est important. Donc c'est bon signe. On est peut-être un peu plus résistant et résilient, en ce sens. Mais le nombre de décès aux États-Unis est très préoccupant. Comment se fait-il qu'il y ait autant de victimes, alors que les soins médicaux sont dispensés rapidement, et que la meilleure attention médicale est disponible pour la plupart des gens? Pourquoi le taux de mortalité est-il si élevé? De nombreuses explications. Certains disent qu'une chose, c'est qu'il y a une importante proportion de personnes âgées. Mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que quand vous regardez les tranches d'âge des personnes qui meurent, tout un tas de gens entre 40 et 60 ans meurent. En dessous de 40 ans, il y a aussi un certain nombre, mais en moindre proportion. Une autre explication, c'est que trop d'entre eux sont addicts à quelque chose. Ceux qui ont des addictions, leur système immunitaire est toujours très faible, et ça pourrait être la raison. C'est très possible, parce que c'est considéré comme très normal d'être addict à quelque chose. C'est juste que je suis addict à quelque chose d'un peu moins dur que toi, donc je vais mieux que toi. Ce genre de positionnement. Cela pourrait faire des ravages, mais c'est quelque chose qui doit être étudié comme il faut scientifiquement. Une vraie étude doit être menée. Pourquoi dans un pays, le nombre de décès est si lourd, là où il y a un maximum de structures médicales et des réponses médicales extrêmement rapides? Malgré cela, pourquoi y a-t-il tant de gens qui meurent? C'est quelque chose qui doit être examiné. Ça pourrait à coup sûr nous permettre de mieux comprendre comment ce virus fonctionne et agit sur nous. Ils sont aussi en train de catégoriser 3 variétés du même virus, A, B, C. Pour le moment, je suis sûr qu'ils vont leur trouver des noms exotiques sous peu. Donc il y a la variété A, la variété B, la variété C. Donc est-ce la variété du virus qui fait la différence, ou est-ce l'état, le statut physique et la santé des individus qui font la différence? C'est quelque chose que nous devons comprendre, ce qui nous permettra de mieux comprendre comment nous gérer. Qui devrait sortir, qui ne devrait pas sortir, nous devrions être capables de le déterminer. Qui sera vulnérable, qui ne sera pas vulnérable, je pense que cette décision et cette compréhension sont très importantes. Et il y a aussi tout ce chômage que ça va causer. Nous devons définitivement regarder comment le réduire au minimum. Et tout le monde devrait apprendre à travailler avec... Nous vivons largement de citrouilles, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qui m'arrive. J'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, comment réduire notre style de vie pour que chacun puisse avoir un certain emploi? Réduire les salaires, pour qu'au lieu de virer tout un tas d'employés, chacun passe à 50% de son salaire et tout le monde peut avoir un emploi. Et rediriger toutes ces ressources humaines vers d'autres aspects de beaucoup de domaines qui sont négligés, des aspects écologiques, des aspects politiques, divers aspects de gouvernance et diverses choses dans le monde qui n'ont pas été faites. Maintenant, quand les marchés sont à l'arrêt, quand les autres activités sont à l'arrêt, je pense que c'est le moment de s'en occuper. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que réorganiser les gens, les réorienter, les former et leur faire prendre une activité ne va pas être chose facile. Mais nous devons faire les choses difficiles autrement. Ça pourrait finir par être trop cruel pour un tas de gens que le virus n'a même pas touché. Cette question est de Shashank, Namaskaram Sadhguru.
Vous avez dit que selon notre degré de compulsion, et en fonction de notre karma, nous attirons certaines situations. Notre vie s'adapte en conséquence. Mais pour un être éveillé qui n'a pas de karma, qu'est-ce qui détermine la nature des situations dans lesquelles il ou elle se trouve ou la façon dont la vie se déroule? Nous vous avons vu faire face aux situations les plus exigeantes. Quelle est la mécanique derrière cela? La question devrait être à propos de vous. Donc, quiconque vous a dit qu'un être éveillé n'a pas de karma, un être éveillé a un immense karma, beaucoup, beaucoup plus que les autres. Oui, parce que sans karma, si vous êtes à un certain niveau d'énergie, sans un certain poids de karma, vous ne pouvez pas rester ancré. C'est pourquoi 90% du temps, l'éveil et quitter le corps ont lieu en même temps. Parce que si vous ne vous ancrez pas consciemment avec un poids substantiel de karma, alors vous ne pouvez pas coller au corps. La première chose à comprendre, c'est que le karma n'est pas quelque chose de négatif, des ordures. Ce n'est qu'à cause du karma que vous êtes qui vous êtes. Quand on dit karma, on parle de couches et de couches de mémoire qui font de vous ce que vous êtes. Il y a une mémoire évolutive qui fait de vous un être humain. Supposez que votre corps perde sa mémoire évolutive. Eh bien, vous pourriez commencer à ramper. Parce que vous êtes un être humain, non pas du fait d'un savoir, mais du fait d'une énorme somme de mémoire évolutive investie dans chaque cellule de votre corps, qui vous rend humain. Vous avez vu, quand nous faisons certains programmes qui sont connectés pour pénétrer ou mettre nos doigts dans des couches profondes de karma comme Samyama, certains commencent à ramper, certains font d'autres choses. C'est simplement parce que nous enfonçons certaines choses profondément à l'intérieur. Ça touche leur karma évolutif et des choses ont lieu. Eh bien, il y a une énorme quantité de karma, à commencer par le karma évolutif, ou même avant. Il y a le karma élémentaire, on ne va pas l'aborder, c'est trop complexe. Mais vous comprenez le karma évolutif. Disons que, voyez en ce moment, les grenouilles sont heureuses ce soir, quelle qu'en soit la raison. Elles font croix, croix, croix. Je ne sais pas qui a fait le lien entre embrasser la grenouille et la transformer en être humain. Toutes ces choses, mais disons que vous perdez votre karma évolutif et qu'au niveau d'une vie amphibienne, au niveau d'une grenouille, vous vous arrêtez. La mémoire que vous aviez après ça a disparu. Tout à coup, vous êtes peut-être une princesse, mais vous allez vous transformer en grenouille. Oui. Parce que c'est cette mémoire si présente dans chaque cellule de votre corps qui vous donne une forme humaine et le sentiment d'être un être humain. Donc, qui vous êtes, essentiellement, votre forme n'est que karma, parce que c'est de la mémoire. De même, il y a bien des niveaux comme ça, je ne vais pas tout aborder. Maintenant, il y a un karma génétique qui fait que vous avez un certain type de nez, un certain type de peau, certains aspects comportementaux, certaines capacités et incapacités. C'est le karma génétique. Après ça, il y a vos propres choses, intelligibles, inintelligibles, et puis maintenant le karma conscient. Maintenant, le karma n'est pas une chose négative, si vous savez comment l'utiliser. Mais si vous ne devenez pas suffisamment conscient pour l'utiliser, alors il fonctionne comme un logiciel. Disons qu'il y a un logiciel sur
L'ordinateur que vous utilisez, ou le téléphone que vous utilisez, je crois qu'il n'y a plus d'ordinateur. Seuls quelques-uns semblent utiliser un ordinateur, tout le monde est juste... Donc, le téléphone est un ordinateur, quelque part. Donc, quel que soit le logiciel installé, quel que soit votre travail, disons que toutes les 11 secondes, je ne choisis pas ce nombre au hasard, toutes les 11 secondes, ça va faire boum boum boum. Toutes les 11 secondes, ça fait boum boum boum. Croyez-moi, au bout de quelques mois, vous-même allez commencer toutes les 11 secondes à faire boum boum boum. Oui, vous le ferez. Le logiciel n'est que dans le téléphone. Mais s'il fait ça sans cesse chaque jour, voyez en ce moment, le chant est dans tout l'ashram, certains d'entre vous, « Ah, pourquoi ce chant sans cesse ?» Mais lentement, sans le savoir. Yoga, yoga. C'est comme ça. On vous programme pour la libération. Beaucoup de gens, et vous-même, vous vous programmez peut-être vers l'esclavage. Parce que tout un tas de gens sont toujours en train d'essayer de s'attacher à une chose ou l'autre, parce qu'ils pensent que c'est seulement en s'attachant à quelque chose ou à quelqu'un qu'ils se sentiront en sécurité. Si vous êtes un esclave qui prend de l'âge, c'est de l'esclavage. Non, c'est juste une blague. Mais tout attachement, développé inconsciemment, et qui existe inconsciemment en vous, devient de l'esclavage. Eh bien, l'attachement est comme, vous savez, un marin. Il va jeter l'ancre quelque part, afin que, là, au cas où il y ait une petite tempête, le bateau ne parte pas à la dérive quelque part, donc vous mettez une ancre, ce qui est très bien, si vous voulez être en sécurité quelque part. Mais vous êtes dans un fichu bateau parce que vous voulez naviguer. Donc si vous continuez de mettre 5, 10 ancres, de toute évidence vous serez en sécurité, mais vous n'allez jamais naviguer. Donc vous devez vous décider, vous voulez naviguer ou vous voulez être en sécurité. Alors, vous m'avez vu dans tout un tas de situations, tout un tas. Je ne sais pas qui pose cette question, comment sait-il tout ce que je traverse? Trop de choses, toutes sortes de bêtises, beaucoup de choses merveilleuses aussi. Beaucoup de choses absolument merveilleuses. Mais beaucoup de saletés aussi croisent ma route. Eh bien, comment s'appelle-t-il? C'est son vrai nom? Nishant. Shashank. Voyez, aucun Shashank n'a été très proche de moi pour voir toutes les bêtises qui m'arrivent. Enfin, si Shashank est bien informé parce qu'il a accès à quelqu'un proche de moi, ou parce qu'il le lit juste dans les médias, toutes ces bêtises, malheureusement dans les médias, il ne parle que des bêtises. Toutes les choses merveilleuses qui m'arrivent, habituellement, il n'en parle pas. C'est leur karma. Donc, il m'arrive beaucoup de choses absolument merveilleuses tous les jours. Et si personne ne me jette rien, de toute façon, je suis assis, merveilleusement bien, où que je sois. Mais des saletés m'arrivent aussi. Eh bien, les saletés ne viennent pas simplement parce que quand vous n'avez rien à perdre et rien à gagner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez soit vous asseoir dans une grotte de montagne, simplement en extase, soit être actif de par le monde. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez être en partie actif, en partie reclus, ou 100% actif. Ça dépend. Quel est votre choix? Mon choix a été façonné par les besoins du monde, pas sur un coup de tête.
jusqu'à ce que je consacre le Dhyanalinga, je n'avais qu'une seule intention. Parce que je suis l'esclave de quelqu'un. Je ne veux pas vous raconter toutes ces choses terribles qui ont été belles pour moi. Un homme qui ne veut même pas me toucher avec ses pieds, il me touche avec un bâton. J'ai servi cet homme pendant 3 vies. Donc, c'est une terrible histoire. Mais avec des résultats fantastiques. Comme je cherche le résultat, que je donne de la valeur au résultat, je n'ai pas de rancœur pour le toucher avec un bâton. Beaucoup d'entre vous ont ces problèmes, c'est pour ça que je vous dis ça. Sadhguru n'a même pas regardé dans ma direction. Il ne regarde pas. Alors, comme mon activité, depuis Dhyanalinga, jusque-là, rien d'autre ne me préoccupait, juste une chose. Je pensais, c'est tout, et avec ça, je vais même partir. Parce que je n'avais pas créé d'intention dans mon mental concernant ce que je ferais au-delà de ça. Donc, des choses se sont effondrées, des choses sont arrivées, peu importe, c'est de l'histoire, maintenant vous la connaissez tous probablement. Quand le corps a commencé à s'effondrer très sérieusement, quand ma structure de base a été très sérieusement endommagée et est devenue presque comme, comment dire, un peu estropiée. Alors c'est devenu comme un challenge, voyons si je peux m'en remettre. Et il y avait aussi des gens absolument merveilleux et dédiés autour de moi, qui étaient prêts à donner leur vie si nécessaire. Alors, pour eux, et aussi pour le challenge, voir si on peut vraiment reconstruire le système, on a pris en main certaines choses et commencé à travailler, ce qui est un autre genre de karma. Eh bien, ceux d'entre vous qui m'ont vu depuis 99, c'est-à-dire 1999, parce qu'il y a tout un tas de milléniums qui ne savent pas qu'il y a eu un 20e siècle, vous savez. Donc si vous m'aviez vu en 1999 et aujourd'hui vous me voyez, eh bien, en termes de bien-être physique, je suis à des années-lumière de ce que j'étais il y a 20 ans. En 20 ans, j'aurais dû décliner, mais en 10-20 ans, je suis bien mieux que ce que j'étais. C'est clairement visible, à tous les niveaux. Alors, une fois qu'on avait réussi à reconstruire le système, la question, ça a été, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mon rêve de toujours, vous savez, de parcourir le monde. Pas la moindre préoccupation pour le monde, simplement le réservoir plein, la route, parti. C'était ça le rêve à cette époque. Peu importe si mon estomac était vide, le réservoir de la moto était plein. La route était libre. Cette période de virus, cette période de confinement doit être vraiment bien pour prendre la route. Presque toutes les routes ressemblent à un circuit. Mais je n'ai pas le droit de prendre la route alors. Donc, ce rêve, je me suis dit, est-ce que je le ravive? Mais tous les gens autour de moi, sans eux, je n'aurais pas eu l'intention de passer par cet énorme effort que ça m'a pris, presque 3 ans et demi, pour reconstruire le système. Je n'aurais pas eu cette intention sans tous ces gens qui me regardaient plein d'espoir. S'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas eu l'intention de le reconstruire. Ensuite, je me suis naturellement retrouvé impliqué avec les gens, leur processus spirituel. Ensuite, quand vous allez enseigner le processus spirituel, vous voyez que les gens ont faim, quelqu'un est malade.
Il n'y a rien pour eux. Alors on s'est retrouvé impliqué dans le processus social, ensuite on a remarqué que même si quelqu'un est sur le point d'atteindre l'éveil, il n'y a même pas un arbre dans le village. Alors on a commencé à planter des arbres, à tel point que les gens me prennent pour un planteur d'arbres. Donc, tout ce karma. Mais qu'en pensez-vous? Regardez-moi et dites-moi, vous pensez que ce karma laisse des traces sur moi? Parfois, je n'ai peut-être pas bien dormi, j'ai peut-être l'air un peu... Mais est-ce que ça a l'air de laisser des traces sur moi? Parce que je veux que vous compreniez, vous tous, comprenez-le bien, la façon la plus simple d'en finir avec ces gigantesques montagnes de karma que vous pouvez posséder, parce que si vous avez un stock de karma de la taille de l'Himalaya, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez une structure complexe. Mais si cette structure complexe vous torture, et vous utilisez votre torture pour torturer tous ceux qui vous entourent, alors c'est un désastre. Mais si vous utilisez cette complexité, parce que la complexité est nécessaire pour arriver à des solutions très significatives. Si vous n'avez pas de complexité, habituellement, on dit que vous êtes quelqu'un de simple en Angleterre. En Inde, on les appelle simplets. Les gens auront de la compassion pour vous, mais pas de passion pour vous. Oui, c'est une triste façon de vivre. Alors maintenant, si vous voulez en finir avec votre karma, la façon la plus simple c'est, vous vous asseyez ici, absolument aucune passion pour celui-là, une passion absolue pour tout le reste. C'est tout. Pour l'instant, le problème, c'est que les gens sont extrêmement passionnés pour leur vie, mais ils n'ont aucune passion pour le bien-être et la souffrance des autres et tout ce qui a lieu. C'est pour ça qu'en ce moment, le monde rend hommage aux médecins et aux infirmières qui risquent leur vie là dehors pour travailler pour quelqu'un, parce qu'ils font preuve de passion pour d'autres vies et d'absence de passion pour eux-mêmes. C'est une façon sûre d'être libéré. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Vous devez inverser l'équation. Trop de passion pour vous-même, aucune passion pour les autres. Non, une passion absolue pour toute vie autour de vous, une absence totale de passion pour vous-même. Ne vous inquiétez pas pour toutes ces bêtises karmiques, c'est fini. Vous êtes délivrés de ces bêtises. On doit comprendre ceci. Voyez, une chose c'est que vous n'avez pas vu le monde. Vous ne l'avez vu que de la façon dont il se réfléchit sur le miroir de votre mental. Oui? Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Vous le voyez dans le miroir du mental humain, tel qu'il est déformé d'une certaine façon. Si vous étiez une sauterelle, vous verriez le monde très différemment. Si vous étiez une autre créature, vous verriez le monde très différemment. Donc, votre miroir est un certain niveau de biais. Parmi toutes les créatures, ce qu'on appelle l'évolution, c'est que, à un niveau, votre miroir est un peu plus blanc que les miroirs possédés par les autres créatures dans leur mental. Supposons qu'il y a un tigre ici, je parle de l'animal. S'il y avait un tigre ici, il vous regarde. Dîner, petit déjeuner, déjeuner. Il ne peut pas penser au-delà de ça. Parce que son miroir est comme ça.
le miroir de son mental ne lui montre que de la nourriture. Comparé aux autres créatures, un être humain a un miroir plus blanc, mais il peut être déformé selon les diverses identifications et biais qu'on accumule avec la vie. Si vous êtes très fortement identifié à quelque chose, alors vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Tout est déformé dans votre mental. Mais si on travaille, si on polit notre mental suffisamment, il peut devenir un miroir plan qui montre tout tel que c'est. Mais tout de même, un miroir ne capture pas vraiment quoi que ce soit. Si vous regardez un vieux miroir qui a 500 ans ou 200 ans, peu importe, peut-être que des millions de visages se sont réfléchis sur ce miroir, mais aucune trace de ces visages ne demeure dans le miroir, parce que un miroir ne fait que réfléchir. De même, votre mental ne fait que réfléchir, ce que les 5 organes des sens saisissent à cet instant. Il réfléchit tout, pas nécessairement tel que c'est, mais il réfléchit tout à part vous. Vous ne pouvez jamais passer devant le miroir parce que vous êtes toujours derrière le miroir. Vous ne pouvez jamais passer à l'avant du miroir. Vous êtes toujours à l'arrière du miroir. Donc, ce que cela veut dire, c'est que vous ne faites jamais l'expérience du monde tel qu'il est, et vous n'avez jamais non plus fait l'expérience de celui qui est derrière le miroir. Toute la vie est passée à juste voir beaucoup d'images qui arrivent sur le miroir et qui n'y laissent aucune trace. C'est la raison pour laquelle plus de 80% des gens, à l'instant de la mort, si vous les regardez attentivement, vous verrez qu'ils sont déconcertés. Parce que quand ça commence, quand cet instant arrive, où il va se terminer, tel que vous le connaissez, soudain vous réalisez que vous ne l'avez jamais vécu. Vous n'avez jamais commencé. Déjà, ces types disent que c'est fini. Vous verrez, les gens qui ont eu de fortes expériences, pas forcément du fait de leur éveil ou autre, disons qu'ils ont eu de très fortes expériences en termes de situations ou d'événements très puissants dans la vie, peut-être des guerres ou des révolutions, des situations extrêmes, même des accidents, des situations extrêmes où il n'y avait pas de place pour penser, juste un événement très fort en cours, où, de bien des façons, le miroir du mental s'est brisé et quelque chose de plus a eu lieu, pour on ne sait quelle raison, agréable ou désagréable, peu importe. Vous verrez que seuls ces gens vont mourir soit dans la joie, soit dans la douleur. Tous les autres meurent déconcertés. Même s'il y a une douleur physique, due à une maladie ou à un état corporel, quand cet instant arrive, vous verrez, il y a de la confusion, parce que soudain, vous réalisez, au dernier moment, que vous n'avez jamais commencé et ça se termine. Donc, soit vous devez voir la création telle qu'elle est, soit vous devez faire l'expérience de celui qui est derrière le miroir. Si aucune de ces deux choses n'a lieu, tout ce que vous avez vu, ce sont les reflets sur le miroir. Ce n'est pas la vie. La vie n'a pas de prise. La vie n'a pas de racine. Elle ne fait que passer. L'activité du mental
et l'activité du corps sont la seule satisfaction que la plupart des gens ont, parce qu'ils ne connaissent pas la félicité de leur être. Donc, on ne veut pas briser le miroir, on veut garder le miroir, mais on veut trouver un moyen de se glisser derrière le miroir. On y va? La forme géométrique la plus simple et la plus stable est un triangle. Viens. Toi. Oui, pose ces choses foncées. Juste, ferme juste les yeux et tiens-toi debout face à eux. Tiens-toi debout comme tu veux, mets tes bras comme ça, maintiens cette position un certain temps et prends telle ou telle pose, quelque chose. Quand il se tient comme ça, je veux que vous observiez cela non pas en tant qu'être humain, juste en tant que forme géométrique. Commencez au moins à voir combien de triangles dans ceci. Tiens-toi autrement. Autrement. Je veux que vous regardiez sans cesse combien de triangles, combien de triangles. Cette forme simple d'un homme debout, en combien de triangles pouvez-vous la décomposer? Donc si vous voyez 3, 4, 5 triangles, essayez de passer à 25. Vous en voyez 25, essayez de passer à 50. Vous en voyez 50, essayez de passer à 500, et ainsi de suite. Faites-en plus et plus et plus. Voyons voir. Tiens-toi autrement. Tiens-toi incliné ou autre. Vous pouvez en voir au moins un sur sa manche, c'est sûr. D'accord. Maintenant, quoi, vous aimez la performance? Vous devez comprendre que la forme géométrique la plus fondamentale, c'est le triangle. Et c'est la forme la plus stable. Tous les chakras sont des triangles. Tout, à l'intérieur de tout, fondamentalement, c'est... Vous pouvez le décomposer en triangles, toutes les formes. Plus vous pouvez couvrir un certain espace précisément, quand vous voyez ce corps, si vous pouvez remplir chaque millimètre avec un triangle, vous commencez à comprendre la géométrie de cette forme en particulier. Vous voyez de grands triangles, vous verrez que certaines parties du corps seront coupées. Oui, si je décompose ce corps en 3 triangles, ou 5 triangles, certaines parties seront coupées, elles ne peuvent pas être incluses. Et il y aura des espaces vides à l'intérieur. Donc, si je dois complètement remplir celui-ci de triangles, je vais devoir en faire 10 millions de triangles. Cela va nécessiter beaucoup d'attention pour arriver à décomposer celui-ci en millions de triangles. Si vous le décomposez comme ça n'a pas à être fait aussi techniquement que je le dis. Mais quelque part, il n'y a que si cela a lieu, que vous aurez une imagination vive, ou quand vous imaginez quelque chose, c'est aussi réel que le réel. Cela, vous le faites mieux quand vous dormez que quand vous êtes réveillé. Si vous voyez une fleur,
ou un homme, ou une femme, ou un éléphant, ou un rhinocéros, vous le voyez très clairement dans votre rêve, n'est-ce pas? Voyez, vous vous en sortez mieux endormi que réveillé, ce n'est pas bon. Si vous conduisez mieux quand vous dormez, vous êtes un mauvais conducteur. Oui. Si vous êtes un meilleur conducteur quand vous dormez, ça veut dire que vous êtes un très mauvais conducteur quand vous êtes réveillé, n'est-ce pas? C'est ce qui a lieu en ce moment, dans votre sommeil. Vous êtes capable d'imaginer quelque chose très clairement. Géométriquement, vous êtes en plein dans le mille, oui ou non? Si vous voyez cette personne dans votre rêve, elle est juste comme elle est. Parfois, si vous ne l'aimez pas, elle devient comme ça. Si vous l'aimez beaucoup, elle devient gentille, plus gentille qu'elle ne l'est. Cette petite exagération est là, mais il n'y a pas de problème de géométrie. Oui, elle ne perd pas sa forme comme ça. En ce moment, si vous essayez de l'imaginer, elle perd sa forme. Vous ne pouvez pas maintenir la forme. Ça veut dire que vous conduisez mieux en dormant. Pas une bonne chose, n'est-ce pas? Cela va demander une certaine dose d'exercice du mental. Vous n'allez peut-être pas arriver à grand-chose en 2 jours ou en 1 jour, mais si vous commencez cela, si vous comprenez le comment, si vous comprenez au moins le processus, le comment, vous pouvez le faire n'importe où. Vous pouvez être assis dans votre bureau, sérieusement au travail, mais sans travailler. Sans travailler. Si vous êtes assis quelque part, quoi que ce soit, maintenant, vous voyez ce récipient, vous pouvez le décomposer géométriquement en 1 million de morceaux et le réassembler. Si vous exercez votre mental comme ça, il va devenir tel que vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Ne vous précipitez pas pour demander ceci, cela, tout. Malheureusement, cela peut marcher, mais vous allez vous esquinter gravement. Donc, ceci n'est pas pour créer ce que vous voulez. Ce n'est pas pour avoir. C'est pour aller vers être. Pouvez-vous maintenir cette discipline? Juste parce que vous avez une certaine capacité, vous n'allez pas commencer à demander « C'est quoi déjà? La loterie à 1,2 milliard de dollars? » Quoi? Rollerball, Powerball. Donc Powerball, Powerball, Powerball. Vous allez peut-être gagner, mais la boule pourrait vous écraser et s'en aller. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas ce genre de but. Le but, c'est de maîtriser le mental pour qu'il vous permette d'aller derrière lui, pour que vous ne passiez pas toute votre vie à juste regarder les reflets sur le miroir de votre mental. Vous commencez à goûter la vie telle qu'elle est. Eh bien, on fait déjà des pratiques. Shambhavi est une façon simple et belle de le faire. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas capables d'y rester. Mais si on veut vraiment, simplement y être tout le temps, alors un peu de maîtrise du mental va faire du bien. Mais dès que vous avez des petites capacités, si vous pensez que vous voulez guérir les gens, votre ami a un cancer, je vais défaire le cancer et le remettre. Vous allez peut-être y arriver, mais vous serez un désastre pour vous-même et pour le monde. Parce que cela n'est pas fait pour être utilisé comme ça, cela n'est pas du tout pour aller vers là. C'est juste pour vous donner accès à quelque chose de plus que votre mental dans votre vie. En ce moment, c'est tout. Ce fichu mental stupide, c'est tout ce que vous avez éprouvé.
Pensées et émotions, pensées et émotions, pensées et émotions, ce ne sont que des images sur le miroir. Elles n'ont pas d'importance, pas de profondeur, c'est de la 2D. Juste un reflet. Toute la vie est passée à voir les reflets de la vie. Pas une bonne façon de passer sa vie, n'est-ce pas? Donc, ceci n'est pas un autre tour que vous pratiquez dans le monde. C'est quelque chose que vous faites en vous-même, pour que vous soyez capable de vous glisser derrière le mental. Vous le maîtrisez suffisamment. Si vous vous concentrez, ça va ouvrir des trous, et on peut passer. Eh bien, ceux d'entre vous qui ont des moyens plus simples de le faire, vous devez avaler des pilules et autres pour y arriver. Ça peut marcher. C'est le plus gros problème. Ça peut marcher parfois. Mais vous ne pouvez pas réparer le trou dans votre mental après ça. C'est le seul problème. Ici, ce n'est pas comme ça. Vous devenez si fin que si vous passez à travers le mental, même le mental ne sait pas que vous êtes passé à travers. Pour rendre ça si subtil, c'est beaucoup de travail. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Ça a pris des heures et des heures et des heures de concentration. Je ne sais pas combien vaut votre vie. En fonction de ça, prêtez-y attention. Si vous pensez qu'elle vaut 1 minute, 1 minute. Si vous pensez que c'est 1 heure, 1 heure. Si vous pensez qu'elle vaut 24 heures, 24 heures. C'est vous qui voyez. Celui qui ne fait que regarder les reflets de son mental, rien ne va changer. Des cycles sans fin vont continuer, mais rien ne va changer, parce que rien ne change sur le miroir. Quel visage se réfléchit en ce moment ne va pas modifier la qualité du miroir d'une quelconque façon. Qui est derrière le miroir, si on sait qui est derrière le miroir, alors on peut tout changer. Alors on peut même faire tourner le miroir et se tourner vers l'intérieur complètement. Si vous étudiez votre propre mental, si vous étudiez votre propre personnage, ce que vous considérez que vous êtes, normalement, ce que vous appelez une personnalité, c'est essentiellement différents niveaux de constipation. Je n'aime pas ceci, je ne supporte pas ceci, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je n'aime que ceci, je ne peux pas aimer cela. Différents niveaux de constipation. Qu'est-ce qui cause cette constipation? La constipation, dans son sens physiologique, signifie la constriction d'un tube. Ici, c'est la constriction de son propre mental et de sa conscience. Ils sont tenus. Il n'y a pas de flux libre de la vie. Elle est restreinte parce que votre capacité à faire l'expérience de votre vie n'est qu'à travers les instruments que sont votre corps et votre mental. Votre corps ou votre mental, contraint d'une manière ou d'une autre, signifie que votre capacité à faire l'expérience de la vie devient également constipée. Cela arrive de bien des façons. Vous serez surpris, beaucoup d'entre vous pensent que vous avez dépassé ces choses, mais quand vous aviez 10 ans, votre tonton, votre oncle, je veux dire, votre oncle vous a dit quelque chose, il vous a traité d'idiot.
Maintenant, vous avez 50 ans. Et pourtant, il y a 40 ans, il vous traitait d'idiot, ça vous dérange encore. Quand vous voyez son visage, il m'a traité d'idiot. Et ainsi de suite, ça continue. Plus votre personnage est solidifié, ou votre personnalité est solidifiée, plus vous portez d'entailles et de blessures sur vous. Et ce ne sont pas des blessures physiologiques qui sont à guérir, parce que ce sont des blessures auto-infligées. Elles sont portées comme des médailles d'expérience de la vie. Donc, elles ne partent pas. À cause de ça, j'aime ce gars, je n'aime pas ce gars, j'adore cette personne, je déteste cette personne, je ne peux pas supporter cette personne. Tout ceci s'est produit. Pour les prochaines 24 heures, vous devez faire ceci. Tous ces ongles, l'ami, ennemi, absurdité. Vous n'êtes pas obligé de leur dire « je t'aime », pas nécessaire. En vous-même, vous devez arriver à un sens absolu d'acceptation de tout. Donc, quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose, quelqu'un a marché sur votre pied, quelqu'un a marché sur votre tête. 24 heures. Juste une petite ordonnance, seulement pour 24 heures. Arrivez à une acceptation absolue de tout. Vos choses mentales, vos choses émotionnelles, vos choses corporelles, chaque fichue chose, et les choses sociales. Juste simplement, les accepter comme elles sont. Vous n'avez rien à faire avec quiconque, juste en vous-même. Si vous faites juste ceci, la vie se déroulera à plus grande échelle. Il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde, les mystiques et les erreurs. Si votre perception a fait une erreur, vous êtes une erreur. Si votre perception est allée au-delà des erreurs et commence à voir la vie telle qu'elle est, alors vous êtes un mystique. Pour le dire très simplement. Suis-je trop cruel avec vous? Suis-je trop cruel avec vous? Si vous voulez que je dise de jolies choses, je peux, j'en suis capable. Je peux dire de gentilles choses sur les gens. Mais si vous voulez savoir, plus tôt vous dégagez toutes les bêtises en vous, mieux c'est. Si vous êtes authentique, que vous voulez savoir, alors vous devez dégager toutes les bêtises aujourd'hui, pas demain. Si votre perception change à différents moments de votre vie, de toute évidence, ce que vous avez fait hier, ou la façon dont vous voyez la vie hier était une erreur, ce que vous faites maintenant est la bonne chose. Mais imaginons que cela change demain. Ceci était une erreur, demain est la bonne chose. Est-ce que ça n'arrive pas tout le temps? Donc il y a toute une grosse erreur dans la façon dont on perçoit la vie. Lorsqu'elle est corrigée, les gens pensent que vous êtes un mystique. Parce que vous commencez à percevoir la vie de telle manière que vous ne pouvez jamais la faire rentrer dans la logique. Elle est bien au-delà de la logique. La logique n'est qu'une petite partie de votre vie. Vous ne pouvez jamais y faire rentrer la vie. Vous pouvez faire rentrer la logique dans votre vie, mais jamais la vie dans la logique. Quand votre expérience de la vie a transcendé les limites des perceptions sensorielles, alors vous serez considéré comme un mystique. Parce que vous pouvez faire se produire les choses d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Alors ils vous appellent un mystique. Ce qui veut dire qu'ils admettent qu'ils sont une erreur. Rien de mal à être une erreur. Mais ne pas réaliser l'erreur est la plus grosse erreur.
Parce que quand on est né, nos organes sensoriels se sont naturellement ouverts, parce que cela est nécessaire à la survie. Je veux que vous sachiez ceci. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, même si vous aviez des yeux, vous ne pouviez pas voir. Même si vous aviez des oreilles, vous ne pouviez pas entendre. Autrement, vous sauriez comment c'est à l'intérieur. Ce n'est qu'après votre naissance, au moment de la naissance, que vos organes sensoriels se sont ouverts, parce que cela est nécessaire pour votre survie à l'extérieur. Cela n'était pas nécessaire pour votre survie dans l'utérus. Pour survivre dans le monde, les organes sensoriels sont un must, donc ils se sont ouverts. Mais tout ce qui est au-delà de la survie, si cela doit s'ouvrir, ça demande un peu d'effort. Par exemple, disons que, à votre naissance, vous avez été laissé dans une forêt et vous n'êtes jamais entré en contact avec les sociétés humaines. Si quelque chose de comestible arrivait devant vous, vous le prendriez et le fourreriez dans vos oreilles. Est-ce le cas? Vous sauriez où le mettre, n'est-ce pas? Mais sauriez-vous comment lire, comment écrire, comment parler une langue? Sauriez-vous? Non. Cela a demandé quelques efforts. Aujourd'hui, le langage coule tout seul pour vous. Mais je veux que vous reveniez à quand vous aviez 2 ou 3 ans. Il vous demandait d'écrire ce fichu A ou A. Oh, comme c'était absurde et compliqué. Vous l'avez écrit 1000 fois pour y arriver, n'est-ce pas? Oui ou non? Juste la lettre A. Combien de fois l'avez-vous écrite avant de la réussir? Des centaines de fois, n'est-ce pas? Grâce à cet effort, aujourd'hui, ça coule tout seul. Donc, tout ce qui est au-delà de la survie ne s'ouvre pas pour vous, à moins de faire un effort. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles que vous voyez sur la planète sont simplement cet effort. Malheureusement, au fil du temps, en les transmettant de génération en génération, les choses sont déformées et finissent par n'être qu'un tas de rituels et de systèmes de croyances. Autrement, chacune d'entre elles est partie d'un effort humain pour savoir, d'un effort humain pour éprouver, d'un effort humain pour créer du bien-être pour soi-même. Quelque part, c'est déformé. Quiconque est une erreur est un mystique potentiel. Si vous n'êtes pas une erreur, alors vous êtes un cas désespéré. Vous êtes un fanatique. Vous pensez que vous avez absolument raison sur tout. Vous devenez fanatique. Si vous savez que vous êtes une erreur, alors vous êtes un mystique potentiel. Ils disent que presque tous les êtres humains ont assez de plastique en eux pour fabriquer une carte de crédit. Les nombreux problèmes qu'ont les enfants aujourd'hui, le fait que de jeunes enfants aient des problèmes de thyroïde, sont largement liés à cela. Plus l'autisme, diverses choses sont liées à cela. On ne sait pas combien de problèmes vous créez avec ça. Donc, Sadhguru, votre travail porte principalement sur des solutions durables, mais une grande partie de votre travail consiste aussi à élever la conscience humaine. Quel rôle peut jouer un individu ou les petites entreprises, les communautés, les sociétés? Voyez, ce ne sont pas deux choses différentes. Le fait que les êtres humains vivent consciemment et les solutions durables ne sont pas deux choses différentes. La seule raison pour laquelle on fait les choses de façon qui ne sont pas durables, c'est parce qu'on n'est pas conscient. Notre activité sur cette planète n'a pas lieu de façon consciente. Tout le monde a ses compulsions. Les individus ont des compulsions, les sociétés ont des compulsions, les nations ont des compulsions. La réalité mondiale a ses compulsions. Pour satisfaire ces compulsions, nous faisons des choses qui détruisent la base de notre existence. C'est comme l'histoire classique du Panchatantra, où un homme est assis du mauvais côté de la branche et la coupe.
Il le fait parce qu'il veut réussir. Mais quand il va réussir, il va tomber. C'est là qu'on est. On fait ce genre d'activité stupide. Quand on réussit, on va tomber. Oui. Chacun d'entre nous doit structurer sa vie pour que ce que j'utilise aujourd'hui, où est-ce que ça va aller? Au moins ce niveau de conscience. Ce que j'utilise aujourd'hui, où est-ce que ça va aller demain? Où est-ce que ça va finir? Quelle est sa destination finale? Maintenant, une chose importante, c'est que en Inde, en tant que nation, nous avons été une nation textile. Pendant des centaines d'années ou des milliers d'années, il fut un temps où l'on habillait toute l'Europe et l'Arabie. Littéralement 60% des vêtements venaient d'Inde. Personne ne faisait des vêtements aussi raffinés sur la planète. Encore aujourd'hui, personne ne peut faire quelque chose comme ce que vous portez, d'accord? Oui. Nulle part ailleurs sur la planète. Parce que ces compétences n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre en 4 ans dans un cours sur le textile. C'est quelque chose qui se développe de façon innée. Dans chaque région, ils avaient toutes ces variétés de tissage, toutes ces variétés de teintures. Avec les matériaux qu'ils avaient localement, ils ont développé des tissages vraiment exquis. Plus de 132 tissages distincts existaient au début de ce siècle. À l'heure actuelle, près de 65 à 70 d'entre eux ont quasiment disparu. On fait des efforts en ce sens, on va en parler plus tard. Mais le textile a été notre façon d'être actif. Nous devons revenir à cela. Ça a été perturbé essentiellement pendant l'ère britannique, quand ils voulaient systématiquement briser la force du textile indien, parce qu'ils voulaient développer Manchester, ce qu'ils ont fait avec succès, ok? Maintenant, les gens sont très fiers d'appeler Coimbatore le Manchester de l'Inde. J'ai dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-les appeler Manchester le Coimbatore de l'Angleterre. Parce que c'est là que le vrai tissage et filage et que le coton étaient, d'accord? Les textiles, c'est dans cette région que ça s'est passé. Et dans chaque région, il y a des techniques uniques. Si l'on ramène cela, même dans un contexte raisonnable, si l'on développe les marchés nécessaires, si l'on ravive les compétences qui sont là, je vous le dis, dans ce pays, facilement ça va employer entre 200 et 300 millions de personnes dans les 5 à 6 prochaines années. Des efforts sont faits par l'industrie du textile. De nombreuses politiques ont changé, on travaille aussi avec eux, mais ce n'est pas assez. Si vous voulez une révolution, par-dessus tout, pour tout ça, vous avez besoin d'un marché. C'est pour ça que vous êtes très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous parle, parce qu'il faut un marché. Le marché doit être sensible à l'esthétique. Le marché doit être sensible à la durabilité. En ce moment, ils veulent aller dans un magasin et acheter 10 vêtements en nylon. S'ils font les magasins, personne n'en achète qu'un, parce qu'ils en achètent 2 douzaines. Comme ça, ils en portent 1, 2, 3, après ça, c'est lassant. Et à nouveau, le temps de porter ces 2 douzaines, ils ont déjà refait les magasins, d'accord? 85% des vêtements de la planète, en moins d'1 an, partent à la décharge. 100 milliards de vêtements sont vendus sur la planète chaque année. 100 milliards, d'accord? Et 85 milliards de vêtements partent à la décharge chaque année. Et la plupart sont en polyester. L'une des formes les plus dangereuses de pollution, c'est que les polyfibres flottent partout. Il y en a dans l'air, il y en a dans le sol, il y en a dans l'eau. Certains chercheurs ont découvert que dans le placenta, vous savez qu'il y a des polyfibres dans le placenta, donc dans l'utérus de votre mère. Vous en attrapez. Certains d'entre eux disent que on ne sait pas dans quelle mesure ces chiffres sont vrais, mais la tendance est la bonne. Ils disent que presque tous les êtres humains ont assez de plastique en eux pour fabriquer une carte de crédit. Vous savez, vous devez payer un jour. Si vous transportez une carte de crédit dans votre système, vous payez tout le temps, d'accord? Donc il y a autant de plastique partout, mais tout le monde essaie de s'attaquer aux petits sacs en plastique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y attaquer, mais c'est à la mode de le faire. C'est ça le problème. Parce que le petit sac en plastique qui flotte dans la rue,
Un mendiant, un chiffonnier le ramasse. Et vous savez, en Inde, il y a un très bon taux de recyclage, pas du fait de votre conscience environnementale. Du fait de la pauvreté, ils le ramassent. Les bouteilles en plastique sont recyclées à presque 90% en Inde. C'est le seul pays comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a une très grande conscience écologique, simplement parce que les gens sont pauvres et ils ramassent toutes les bouteilles. Enfin, d'une façon ou d'une autre, ça a lieu. Mais les polyfibres, les dégâts qu'elles causent, la façon dont elles pénètrent dans le corps, en particulier les enfants portent des polyfibres, parce que les polyfibres sont très, vous savez, inflammables. À cause de ça, ils les enduisent de produits chimiques résistants au feu. Ces produits chimiques se sont avérés être cancérigènes. Les nombreux problèmes qu'ont les enfants aujourd'hui, de jeunes enfants ont des problèmes de thyroïde, sont largement liés à ces produits chimiques non inflammables qu'ils utilisent sur les vêtements, plus l'autisme. Diverses choses sont liées à cela. On ne sait pas combien de problèmes vous créez avec ça, mais à coup sûr, vous vous attirez beaucoup de problèmes. Un enfant jusqu'à 15-16 ans ne devrait jamais porter quoi que ce soit en polyfibre. Ils doivent porter des vêtements naturels. Ce n'est pas que les adultes peuvent, mais au moins vous êtes plus résistant à ces choses au-delà de 17-18 ans. Mais jusque-là, il est très important que vous portiez des fibres naturelles. Mais maintenant, le problème, c'est que combien de vêtements avez-vous ? Et vous ne pouvez pas faire ça avec du coton ou de la soie ou autre. Donc au final, vous achetez du poly-poly, ok? C'est moins cher, donc beaucoup choisissent. Vous voyez, même le coton et autres peuvent être fabriqués à moindre coût si l'on augmente le volume. Donc une chose simple que je suggère, c'est que vous avez de l'influence au Telangana. Vous devez faire pression pour ça. Je fais pression pour ça dans certains États, qu'au moins les uniformes scolaires doivent être en coton ou en lin. Quoi qu'ils puissent se permettre, d'accord? Mais ils ne doivent pas être en polyfibre. Vous ne pouvez pas les recycler, il n'y a qu'1% qui est recyclé, parce que personne n'utilise ces polyfibres telles quelles. Elles sont toujours mélangées de façon complexe pour obtenir diverses textures et autres. Donc vous ne pouvez jamais recycler un matériau aussi complexe. Si c'était juste du pur nylon ou de la pure polyfibre, on aurait pu les recycler. Vous ne pouvez pas les recycler parce qu'elles sont mélangées à diverses autres choses. Donc il n'est pas possible de les recycler. Seul 1% des polyfibres que vous utilisez pour vos vêtements est recyclé. Le reste part juste dans la nature. Et ça nous retombe dessus de très nombreuses façons. Une carte de crédit dans votre cœur. Ra